Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert par exemple, et ça c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre par exemple que Laurent Nkunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Nkunda n'est pas congolais. Il est rwandais. Il est rwandais et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise, mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre et aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations. Parce que les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le Congo, qui ne portent pas le Congo au cœur, ne vont pas aller défendre les femmes congolaises qui sont violées, ne vont pas défendre les populations congolaises qui sont massacrées. Mais donc il faut aujourd'hui qu'on fasse le ménage pas seulement dans l'armée congolaise, mais dans tous les services de sécurité du Congo. Parce que c'est de ça dont il est question. Je sais que c'est un débat presque tabou au Congo, mais moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt au Congo, donc je peux me permettre de le dire si ça peut aider les Congolais à ouvrir un débat sur cette question, qui est un débat quand même central parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Monsieur Onana, les guerres de Kagame et Banyamulenge en RDC, Ruberwa, Mutebusi, Nkunda, Batouare et M23, quel est selon vous le rôle que les Ruberwa, Mutebusi ont joué dans cette histoire? Mutebusi, c'est quand même... non, Robert Roy d'abord. Les accords de Sun City ont fait de monsieur Robert Roy le vice-président de la République démocratique du Congo, chargé des questions de sécurité. Et monsieur Robert Roy, pendant cette période-là, à aucun moment, c'est-à-dire qu'au moment où les gens de l'Union européenne considèrent, enfin, les hauts fonctionnaires de l'Union européenne considèrent que monsieur Laurent Nkunda et Mutebusi sèment la mort en République démocratique du Congo, le vice-président chargé de la sécurité, issu d'un mouvement rebelle, le RCD, se dit Banyamulenge, n'a jamais arrêté ces gens ou n'a jamais fait diligenter des enquêtes pour identifier les crimes qui ont été commis par ces personnes. Mais donc, pour moi, c'est très... Est-ce qu'on peut le reprocher à Azarias Ruberwa alors que jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a fait? Non, mais écoutez, si on met tout le monde sur le même pied d'égalité, on dit tel n'a pas fait... Non, monsieur Ruberwa était au pouvoir au moment où les crimes les plus atroces se commettaient au Congo. Oui, mais... Bon, attendez. Oui, l'histoire retient aussi, et c'est pour ça que le M23, la première crise du M23, et c'est ce que la première crise du M23 a mis au jour, que de cette fin de guerre, après l'accord de Sun City qui a fait du 1+4, plus les élections de 2006 et autres, tout ce temps-là, l'armée rwandaise est restée maîtresse de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'un vice-président, fût-il responsable de la sécurité dans un pays qui savait qu'il était en intelligence, on va dire, c'est aussi ce que vous disiez à l'époque, avec le Rwanda, pouvait se permettre pareille enquête? Alors, ça, c'est
vous posez là une question qui mérite un débat national. Comment le Rwanda peut agir sur le territoire congolais face à des gens qui se réclament être des Tutsis congolais sans que ces Tutsis congolais luttent pour mettre le Rwanda hors du territoire du Congo? Comment peut-on accepter que des gens qui disent qu'ils sont congolais, eh bien, laissent des gens qui se disent eux-mêmes Tutsis congolais massacrer les Congolais qui ne leur ont rien fait? Mais Par milliers. la réponse est justement dans le fait que jusqu'au M23, jusqu'au moment où on parlait de faire sortir ces soldats congolais hier rebelles ou les éloigner de l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui a fallu tous les derniers conflits, c'était toujours le Rwanda à la manœuvre. Oui, mais le Rwanda n'agit pas seul. Le Rwanda, si le Rwanda soutient le M23, vous avez constaté que les Nations Unies ont constaté que le Rwanda a soutenu le RCD de monsieur Azarias Robert-Roy, que le Rwanda a soutenu le mouvement de Laurent Nkunda, que le Rwanda a soutenu monsieur Mutebouissi, et que ces gens-là ont commis des atrocités en République démocratique du Congo. Pourquoi les Congolais ont-ils peur de mettre ces gens, de demander des comptes à ces gens qui sont aujourd'hui reconnus dans les rapports de l'Union européenne comme des gens qui ont commis des crimes? On devrait les traduire en justice? Mais bien entendu, mais enfin, écoutez, monsieur Ado Ayelo a demandé que des poursuites soient diligentées contre monsieur Nkunda. Monsieur Mutebouissi, on nous a dit que monsieur Mutebouissi, il est mort au Rwanda. Mais est-ce qu'on a demandé un certificat de décès pour savoir? Parce que une action judiciaire s'estompe avec la mort de l'individu. Est-ce que les autorités congolaises ont demandé un certificat de décès de monsieur Mutebouissi? Aujourd'hui, d'ailleurs, encore, pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui encore en République démocratique du Congo, qui ont dirigé des rébellions, qui ont commis des atrocités sur le territoire, mais pourquoi des plaintes ne sont pas déposées contre ces personnes pour qu'au moins les victimes congolaises puissent avoir un espoir que les crimes qui ont été perpétrés contre leur famille puissent avoir un début de réponse? Monsieur Onana, revenons à ce que vous décrivez ici, le schéma. Paul Kagame formé aux États-Unis, puis arrivé par l'Ouganda, il prend le pouvoir au Rwanda. Aujourd'hui, vous dites qu'il occupe à travers ses troupes la République démocratique du Congo où il sème la mort pour exploiter les richesses minières de la République démocratique du Congo avec des multinationales anglo-saxons, vous dites. Comment ça se passe? Comment vous décrivez cela très exactement et comment vous expliquez le silence des Nations Unies et de l'Union européenne et de tous qui connaissent la situation, qui savent comment la République démocratique du Congo dans sa partie Est est pillée avec la complicité des Occidentaux? Bon, on a affaire à une situation, je crois que c'est l'une des situations les plus dramatiques que l'Afrique ait connues depuis les indépendances. On se retrouve devant une situation où le peuple congolais aujourd'hui n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Le peuple congolais n'a pas le droit de se plaindre, d'après l'attitude qui est affichée vis-à-vis du peuple congolais. Kagame, il faut savoir que dans la question que vous posez, le coltan, qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, etc., les batteries, est un produit stratégique de la défense des États-Unis depuis 1942. Ouais. Et les États-Unis savent que le coltan est dans le sous-sol congolais depuis longtemps. J'ai vu un certain nombre de documents d'archives qui répertorient quasiment tous les minerais qui se trouvent dans le sous-sol du Congo aux États-Unis. Ils ont répertorié toutes les thèses, toutes les études qui ont été faites, que ce soit par des ingénieurs congolais ou des ingénieurs étrangers. Ils ont répertorié tout cela au sein du département d'État. Ils ont toutes ces informations. Donc, ils le savent. La deuxième chose aujourd'hui, c'est que le cobalt qui sert à la fabrication des voitures électriques. Le cobalt est aujourd'hui, le Congo est aujourd'hui le premier producteur mondial de cobalt, avec plus de 70% de production.
et des réserves les plus importantes du monde. Et donc, les experts considèrent que le cobalt, pardon, la demande de coltan a triplé depuis 2011. Et cette demande va progresser jusqu'en 2030 au moins. C'est-à-dire que toutes les entreprises et les États qui peuvent se procurer le cobalt vont vont avoir des milliards et des milliards de dollars ou en euros dans les 10-15 prochaines années. Et cela ne peut être exploité qu'avec le Rwanda. C'est au Congo. Pourquoi est-ce que ne pas trouver d'interlocuteur congolais pour se faire? C'est exactement ce que j'étais donc en train de dire quand je disais que c'est les Congolais qui doivent très rapidement se mobiliser pour d'abord bouter les envahisseurs hors de leurs frontières. Oui, ça on va le dire, mais je voudrais comprendre le schéma. Comment